Le titre, plusieurs fois reporté à cause de la situation sécuritaire, c'est peut-être au mois de novembre prochain qu'auront finalement lieu les élections municipales. La CENI en a fait la proposition au cours d'une réunion avec le CEFOP ce mardi. Tous les détails dans un instant. Les restrictions répétitives de Internet accentuées depuis une semaine par la coupure du réseau social Facebook provoquent des grincements de dents, notamment au sein des promoteurs du commerce en ligne. Face à la presse ce mardi, la Ligue des acteurs du e-commerce exprime son ras-le-bol face à une situation qui paralyse les activités du secteur. Vous l'entendrez. Et puis, depuis près d'une semaine, les frontières aériennes et terrestres entre le Burkina Faso et le Mali sont fermées, conséquence des sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali. À Sikasso, première ville malienne frontalière avec le Burkina Faso côté ouest, les commerçants subissent l'impact de cette mesure, mais essayent de résister tout en espérant que la situation se normalise. Une de nos équipes a fait le voyage de la frontière jusque dans cette ville. C'est le grand format de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Ce n'est plus qu'un secret de polichinelle, vous le savez. Les élections municipales prévues pour le mois de mai prochain n'auront plus lieu à cette date. La décision de leur report a été entérinée au cours de la toute dernière session du dialogue politique. Eh bien, c'est finalement au mois de novembre prochain que pourrait avoir lieu ce rendez-vous électoral. C'est du moins la proposition faite par la CENI ce mardi au cours d'une réunion avec le CEFOP. Alors, quels sont les différents scénarios possibles au regard du contexte sécuritaire ambiant? Plus d'explications, Maximile Boudou. Les élections municipales au Burkina Faso pourraient se tenir au mois de novembre prochain, selon la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Pour cette institution, deux scénarios sont techniquement possibles pour réussir la tenue du scrutin en tenant compte de la situation sécuritaire. Un processus expliqué ici en détail au chef de file de l'opposition politique, Edi Kombouego, en présence des autres présidents de partis affiliés au CEFOP. La CENI nous a proposé deux scénarios. Un scénario pour réaliser en une seule fois les élections le 27 novembre. Et ça, c'est conséquences, ça, c'est contraintes, et ça, c'est opportunités également. Le deuxième scénario, c'est pour réaliser les élections locales en deux temps. Le premier temps pour s'occuper de la zone où il y a la sécurité, qui se passera certainement le 6 novembre, et puis la deuxième fois pour le 27 novembre, pour les zones où il y a l'insécurité. En étalant ainsi ses propositions aux acteurs politiques, la CENI leur permet de faire un choix avant la rencontre du 25 janvier prochain. Je crois que c'est le ministère en charge de l'administration du territoire et avec évidemment l'ensemble des acteurs politiques d'aviser sur ce sujet et de décider de ce qu'il faudra faire au moment venu. Nous n'allons pas donc aller dans les détails sur ces aspects. Nous leur avons fait donc des propositions là-dessus. Ils vont apprécier, je crois, au moment venu. Donc, voilà, vous les partagerons volontiers. L'objectif de cette démarche est de parachever le processus de renouvellement des mandats politiques après un deuxième report des élections municipales initialement prévues en mai 2022. Cela fait maintenant 8 jours que le réseau social Facebook est coupé au Burkina Faso dans un contexte général de restriction de la connexion Internet de plus en plus répétée dans le pays, peu ou pas d'explications données par le gouvernement. Et pourtant, les effets nocifs de ces mesures commencent à se faire sentir, notamment dans le secteur du commerce en ligne. Eh bien, la Ligue des acteurs du e-commerce dénonce une situation d'asphyxie de leurs activités et plaide pour un retour à la normale. Benjamin Kwame. Ils sont près de 1000 jeunes qui vendent en ligne à Ouagadougou et un peu plus de 400 du côté de Bobo Dioulasso qui verront leur emploi prendre un coup si rien n'est fait dans l'urgence. C'est ce que déclare la Ligue des acteurs du e-commerce. Depuis ce 10 janvier 2022, impossible pour eux de faire la publicité sur leurs différentes plateformes pour faire connaître les articles en utilisant le réseau Internet mobile. En moins de 8 jours, où les différents abonnés des pages ou les potentiels clients virtuels n'arrivent pas à visiter ces espaces de vente en ligne, ce sont des centaines de mille que ces acteurs ont perdu. Pendant les temps de coupure d'Internet, ces 8 jours de coupure,
on s'est retrouvé à 50 000 francs par jour. Et de cela pendant 8 jours. Sans toutefois oublier la somme d'argent qu'on mise pour lancer cette publicité. Tu lances une publicité qui est déjà coupée sur ton compte en banque, ta carte bancaire, et si tu parles à couper cette publicité, tu n'auras pas restriction. Donc tu es là, tu ne seras pas restitué, tu es là, tu attends, mais dans le vide. Ça consomme dans le vide. Et maintenant, si on part maintenant à partir de la restriction de l'utilisation de Facebook mobile, on se retrouve à une baisse, disons, de 40%. Si tu as l'habitude de faire une recette journalière de 500 000, tu te retrouves à 100 000, 150 000 et très difficilement. Comme autre facteur qui plombe considérablement ce secteur, ce sont les sociétés partenaires qui exercent dans la livraison de colis qui manquent aussi de clients. Clairement, c'est toute la chaîne du e-commerce qui est à genoux. Et voilà, bonjour, le chômage. Facebook, comme qui dirait, c'est notre Roroko à nous. Voilà. Lorsqu'il y a transaction de mobile money, les opérateurs de téléphonie gagnent. Lorsqu'on fait appel à un service de livraison, il y a un jeune qui ne fait rien à la maison, qui va se lever, qui va parcourir Ouaga pour prendre le colis, pour aller chez un transporteur routier. Ça fait déjà quelque chose qu'il fait. Ensuite, le transporteur routier va prendre l'article pour envoyer à Niangologo. Donc, ce qui veut dire que c'est un écosystème et qui profite à tout le monde. Imaginez cet écosystème, ces transactions qui sont multipliées par 10, par 20, par 30 par jour. Lorsque vous coupez cet écosystème-là, c'est plusieurs acteurs qui rentrent au chômage. La Ligue des acteurs du e-commerce demande une seule chose au gouvernement, la réouverture de Facebook pour ne pas asphyxier leur emploi. Nous attendons du gouvernement qu'il communique clairement sur la question afin, à défaut de nous proposer des solutions palliatives, qu'il rétablisse l'accès à Facebook pour nous permettre de mener sereinement nos activités. On espère de tout cœur que le gouvernement va changer de direction, sinon vraiment c'est une très grande désolation. On vous le rappelle, le gouvernement a coupé l'accès à Internet mobile la première fois le 18 novembre 2021, une seconde fois dans le même mois et encore le 9 décembre 2022, alors que Facebook reste à ce jour la plateforme digitale la plus utilisée au Burkina Faso avec 93,6% de connexions via mobile selon le dernier rapport de WIA Social. Sur ce même sujet de la coupure intempestive de la connexion Internet, je vous propose maintenant d'écouter cette réaction de l'ex-secrétaire général de la CGTB, Bassolman Bazié, parle de la violation d'un droit fondamental. Écoutez-le. Quand on coupe le réseau sans forcément expliquer les vraies raisons, ou bien même qu'on refuse de communiquer, je pense que c'est une forme d'infantilisation du peuple burkinabé, ce n'est pas souhaitable. Donc quand il y a des préoccupations, il faut courageusement les aborder. Surtout qu'une connexion, c'est un droit surtout personnel où la personne a investi en termes de finances pour pouvoir avoir son droit. Les gens, à travers les réseaux sociaux, qu'ils font des commandes, ils font des placements, ainsi ils font des affaires. Donc c'est comme si subitement on dit on ferme l'entreprise de la personne. Donc on ne tient pas compte de cela. Même si ce sont ceux qui gèrent le pouvoir, je ne pense pas que véritablement l'acte qui est posé, il n'est ni légal, encore moins légitime, et ce n'est pas du tout correct. Bassolman Bazié qui s'exprimait sur la question en marge d'une conférence de presse sur le dossier malien. Porte-parole de l'initiative de soutien au peuple malien, il qualifie les sanctions prises par la CEDEAO contre ce pays d'illégales. Abdourazak Traoré. Sa position est connue depuis le lendemain des sanctions de la CEDEAO contre l'État malien. Près d'une semaine après, Bassolman Bazié va plus loin. Il est leader d'une entité dénommée Initiative de soutien au peuple malien. Pour la cause malienne, elle regroupe des personnalités de bonne moralité, œuvrant dans divers domaines. Mais avant, elle précise, ce n'est pas un soutien aux putschistes au pouvoir. Ce n'est pas un soutien à la jeune, dans la mesure où la jeune, pour nous, n'est pas notre interlocutrice. Vous avez vu, dans les éléments déclinés, que nous envisageons contribuer, nous investir pour amener la société civile malienne à parler de la même voix. Ce n'est certes pas la junte au pouvoir qui est soutenue formellement, mais ses points de vue sont défendus par Bassolman Bazié et ses camarades. Ils insistent sur l'illégalité et l'inconformité des mesures de rétorsion prises contre le Mali. Partant à l'article 4, il est clairement dit que la Banque centrale ne peut pas recevoir
des injonctions d'autorité ou de gouvernement. Or, pour pouvoir geler les fonds à ce niveau, c'est que, visiblement, il doit y avoir eu des injonctions. Le deuxième élément, vous savez très bien qu'au niveau de la CEDEAO, son protocole sur la démocratie, si on l'analyse également, les différentes sanctions prises n'y figurent pas. Parce que les sanctions qui y figurent, il est clairement dit que si un pays membre de la CEDEAO venait à commettre des actes qui ne sont pas acceptés par la communauté, on peut suspendre le pays des instances. Ça, c'est la sanction même l'extrême, suspendre le pays des instances. La deuxième sanction qui peut survenir, c'est éviter de soutenir des candidatures du pays fautif entre griffes à des postes électifs au niveau international. Et puis, la troisième sanction, c'est d'éviter de tenir une rencontre de la CEDEAO dans ce pays dit fautif. Après les récriminations, place à présent aux appels et exhortations pour un dénouement de la crise malienne. Elle invite solennellement et respectueusement les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de l'UEMOA à lever les sanctions qui ont un impact direct sur le peuple malien et ceux de la sous-région. L'ISPM exhorte la CEDEAO et l'UEMOA et les autorités de la transition à privilégier la voie du dialogue pour un retour à l'ordre constitutionnel normal dans ce pays frère. Et au titre des actions à mener dans le cadre de cette initiative, il est prévu des séances de plaidoyer auprès des personnalités d'ici et d'ailleurs. Une rencontre avec le président du Faso n'est pas exclue, selon ces défenseurs de la cause malienne. L'initiative de soutien au peuple malien est ainsi lancée et ses membres fondateurs n'attendent que des adhésions afin de prendre leur envol. Et au nombre des nombreuses sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali, vous le savez, figure la fermeture des frontières terrestres et aériennes de tous les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une semaine après, quel est l'impact de cette mesure sur les échanges commerciaux entre le Mali et le Burkina Faso? Une de nos équipes s'est rendue dans la première ville malienne frontalière avec le Burkina côté ouest, et bien à Sikasso. Commerçants et autorités municipales subissent les affres des sanctions, mais demeurent plutôt optimistes. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Cédric Wilfried Mabio. Poste frontalier Burkina Faso-Mali. Un convoi de gros camions en provenance du Mali ralliant le Burkina Faso, chargé de marchandises, est stationné depuis plusieurs jours. Quelques mètres plus loin, un autre convoi, visiblement vide, s'apprête à franchir le poste de contrôle burkinabé. Nous nous rendons à Sikasso, première ville malienne à l'ouest du Burkina Faso. Cette mégalopole malienne est la troisième région administrative du Mali. Elle entretient avec le Burkina Faso des échanges commerciaux importants, notamment avec les villes de Orodara et de Bobo-Dioulasso. Des échanges négativement impactés à la faveur des sanctions de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, contre le Mali le 9 janvier dernier, lesquelles sanctions stipulent la fermeture des frontières entre le Mali et les États membres de l'organisation. Ibrahim Keïta est un opérateur économique évoluant dans le domaine des articles de ménage. Depuis 20 ans, ces articles, en provenance de la Chine et de Dubaï, le sont acheminés à partir de plusieurs pays de la sous-région, dont le Burkina Faso. Depuis la fermeture des frontières, il dit être très inquiet pour ses affaires et juge la décision de la CEDEAO très préjudiciable pour les commerçants maliens, mais encore plus pour les États membres, dont le Burkina Faso. La CEDEAO sanction vraiment il y a des sanctions Ces sanctions de la CEDEAO ne visent pas que le Mali. Même le Burkina Faso est visé car nous constituons le même peuple. Avant de prendre de telles sanctions, il aurait fallu tenir compte de nous. Mais ce n'est pas grave. Nous sommes très impactés, certes, mais nous ne lâchons rien. C'est justement une aubaine pour nous de nous affranchir. À terme, et le Mali, et le Burkina, voire toute l'Afrique sera libérée. Cette situation qui enfonce davantage la condition déjà difficile des populations de la sous-région, martèle Ami Traoré, commerçante. La Covid-19 avait déjà entraîné une fermeture des frontières. Mais Ami
se veut formel. Les sanctions ne seront tachées son respect et son engagement pour la transition. Il y a la misère. Les activités étaient déjà au ralenti et pour enfoncer le clou, on nous sanctionne. On désapprouve, on est peiné, mais on soutient nos autorités. Les sanctions ne peuvent rien nous faire, elles ne peuvent pas nous faire plier. Nous restons engagés jusqu'au bout avec nos autorités. À l'hôtel de ville de Sikasso, cette résilience des acteurs économiques de la ville s'explique par la fibre patriotique du peuple malien dans son ensemble, mais aussi des actions de concertation entre l'autorité communale et ces derniers afin de faire face à cette situation. Les premiers jours des différentes sanctions, comme je le disais, ont fait trop de troubles, surtout au niveau moral. Et des fois, c'est sûr que lorsque ça va prendre suffisamment de temps, ça va impacter le matériel aussi. Le peuple sikassois, c'est que le maire ne va pas jouer à l'encontre des intérêts de la population. Et le maire sait où amener son peuple. Donc, du coup, je le dis, il peut y avoir des frayeurs, c'est normal, mais nous sommes confiants que les autorités communales sont en train de tout mettre en œuvre pour que Sikasso ne soit pas victime spécifiquement. S'il doit y avoir victime, c'est le peuple malien. La cherté à laquelle tout le monde pense, elle sera inévitable, mais elle ne sera pas faite pour que nous puissions renoncer à notre engagement patriotique. Voilà, c'est ensemble qu'on va se porter. Donc, tant que les opérateurs économiques sont dans la même dynamique que nous, donc on a moins de soucis. Ce sont des Sikassois résolus et décidés à faire face aux conséquences économiques des sanctions de la CEDEAO que nous avons rencontrées. Une population qui espère que cette détermination conduira le Mali vers une liberté économique totale. Faut-il s'attendre à une éventuelle flambée des prix des produits de première consommation dans les jours à venir au Burkina Faso? C'est ce que craint le regroupement des petits commerçants de la ville de Ouagadougou. Les raisons seraient liées à la hausse des frais de transport de leurs marchandises en provenance de Lomé au Togo, une situation due notamment au prélèvement des amendes et autres pénalités liées au surcharge à l'essieu qui serait en déphasage avec les normes appliquées dans certains pays de la sous-région. Les petits commerçants de Ouagadougou tirent la sonnette d'alarme. Amadou Diko. Face à la hausse des frais de transport de leurs marchandises en provenance de Lomé au Togo, le groupement des petits commerçants de la ville de Ouagadougou annonce une éventuelle flambée des prix des produits de première nécessité dans les prochains jours. Les raisons seraient liées au prélèvement des amendes et pénalités de surcharge auxquelles sont soumis leurs prestataires entre le Togo et le Burkina Faso. Pour mieux comprendre les causes de cette hausse des coûts de transport, nous nous sommes approchés des prestataires de transport desservant l'Axe, qui nous ont confié que le principal mis en cause dans cette situation est l'Office national de sécurité routière, l'ONASER. Cette structure publique fait prélever des amendes et des pénalités de surcharge à l'essieu qui sont en déphasage avec la norme appliquée dans certains pays de la sous-région. Ces coûts supplémentaires supportés par les prestataires se répercutent directement sur les frais de transport que nous payons. Pour ces jeunes commerçants, cette situation constitue un coup dur pour le monde des affaires. Ils implorent une intervention des autorités en vue de trouver des solutions durables. Nous voulons profiter de l'occasion pour interpeller les décideurs publics à prendre des mesures qu'il faut pour éviter une autre flambée des prix des marchandises et des biens importés. Toutes choses qui pourraient mettre en péril notre stabilité sociale. Sans comprendre les raisons qui ont poussé l'ONASER à appliquer ces amendes et ces pénalités, nous invitons les autorités à élargir le dialogue et la concertation avec les acteurs concernés. En attendant la réaction du gouvernement, le groupement des petits commerçants de la ville de Ouagadougou
invite ses membres et l'ensemble des commerçants à rester mobilisés pour défendre leurs intérêts. Le ministre en charge du développement urbain, Maître Bénéwendé Sankara, celui de la transition écologique, Smaïla Ouedraogo, et le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Béwendé, étaient hier dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou pour constater l'état d'avancement des travaux de l'aménagement de l'exutoire à l'intérieur et en aval du parc urbain Bangré-Ogo. Ce projet, qui est à sa 3e phase, est à 67% de taux d'exécution pour un délai consommé de 71%. Le montant du marché est estimé à plus de 17 milliards de francs CFA. Et vous allez le voir, les insuffisances ont été constatées dans la mise en œuvre du projet Maximile Boudon. C'est un exutoire qui draine à lui seul 70% des eaux de la ville de Ouagadougou. Le canal Kadiogo, long de 15,4 km, se jette dans le fleuve Massili. En chantier depuis 2009, l'aménagement de cet ouvrage devra permettre de réduire les risques d'inondation dans la capitale. La phase 3 du projet prend en compte l'aménagement du pont Anayele dans l'arrondissement 10 et le revêtement du marigot Kadiogo en canal béton armé. Sur le terrain, les travaux avancent visiblement bien, mais des insuffisances sont constatées par le ministre en charge de l'urbanisme. La pente du canal est jugée faible et l'eau stagne à des endroits, provoquant des odeurs nauséabondes. C'est-à-dire qu'il faut que la pente soit supérieure à 3%. Si à 3%, quand l'eau vient, ça nettoie tout. Mais quand c'est inférieur à 3%, il y a des dépôts. Mais pourquoi vous avez fait inférieur à 3%? C'est les contraintes techniques du terrain. C'est-à-dire que si on va aller au 2 à 3%, il faut creuser. On va se trouver, actuellement on a 2 mètres de hauteur du canal, on va se trouver avec 4-5 mètres de hauteur. C'est les contraintes du terrain. Plus loin, des habitations côtoient le canal. Des riverains prétendent n'avoir pas été dédommagés au cours des travaux des phases antérieures. À ce niveau, le ministre Bénéwendé Sankara se veut on ne peut plus clair. C'est un constat qui nous permet d'intégrer justement ce que nos populations veulent. On ne fait pas le canal au détriment des populations, mais souvent au niveau des études, il y a eu des réaménagements et je pense que, en tout cas, leurs intérêts seront vraiment sauvegardés. La grosse difficulté des travaux se trouve à l'intérieur du parc Bangré-Ogo, où l'aménagement nécessite la destruction de plusieurs hectares de forêt. Et c'est là que ça coince. Est-ce que vous imaginez qu'on fait 80 mètres de là sur 2 km, ça fait 15 hectares de déforestation à faire. Donc on est bloqué. Donc, pourtant, l'étude a été faite, a été validée par le BNE. Donc on se dit peut-être quand on parle théoriquement, il ne voit pas. Maintenant, quand on vient sur le terrain, quand on doit implanter 80 mètres comme ça, enlever 15 hectares de forêt, peut-être là, ça devient choquant. Donc là, nous sommes bloqués. Pour le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Béwendé, le manque de coordination et de communication serait les pièces maîtresses de l'arrêt du chantier. Une rencontre de concertation d'urgence est décidée séance-tenante entre les différents acteurs. Voilà, c'est un problème de communication à des niveaux différents. Les comités scientifiques du parc, je pense que la communication n'a pas été très bien faite à leur niveau. Sinon, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, si l'étude est bien faite, on ne peut pas être surpris des impacts après. Parce que l'étude est faite, tout le monde est au courant. 13 ans après le début des travaux, moins de la moitié du chantier est réalisé, nous confie le premier responsable de la mission de contrôle. Il faut donc trouver au plus vite des financements pour poursuivre les travaux jusqu'au fleuve Massili. Le Burkina Faso serait plutôt bon élève en matière de mise en œuvre des réformes politiques communautaires au sein de l'UEMOA. C'est ce qui est ressorti d'une revue politique entre le Burkina Faso et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les performances burkinabées seraient jugées plutôt performantes par la commission de l'UEMOA. Plus d'explications, Arsène Konitamde. Avec une note de 88,1%, le Burkina Faso affiche un niveau satisfaisant de mise en œuvre des réformes politiques, projets et programmes de l'UEMOA. Certains domaines, comme les finances publiques, ont particulièrement connu des résultats au-delà des attentes. De quoi satisfaire la commission de l'UEMOA, qui se réjouit de ses performances en dépit d'un contexte sécuritaire et sanitaire difficile. Certains pays, certainement, vous verrez une composante où le taux est très élevé, une autre composante où c'est moins, une autre composante où c'est très bas. Cela veut dire qu'on performe ici, là, alors que quand nous regardons au niveau du Burkina, au niveau des différentes composantes, nous notons véritablement un niveau qui est très performant, ce qui veut dire qu'il y a un engagement général sur toutes les réformes, sur tous les projets et programmes
pour mener à bien un peu toutes ces missions qui sont les nôtres. Plusieurs secteurs sont satisfaisants, d'autres le sont moins. Il faut donc redoubler d'efforts et accélérer les réformes afin de permettre aux populations de cette union économique et monétaire d'être plus épanouies. Vous savez par exemple que le principe de la libre circulation au niveau donc des différents acteurs des professions libérales, il y a toujours quelques points où nous avons des difficultés, surtout au niveau de l'ordre des architectes, où l'installation, comme nous l'avons voulu, dans la zone Yomoa n'est pas, en tout cas, effective aujourd'hui. Nous avons également quelques difficultés où même les médecins, un médecin ne peut pas s'installer dans tous les pays comme il le veut. Et donc, ce sont des marges de progrès. Nous avons fait des transpositions, mais ce sont des marges de progrès que nous devons donc continuer. C'est depuis 2014 que les États de l'UEMOA sont assujettis à une évaluation à travers une revue annuelle de la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaires. Et pour terminer, la toute première promotion du système LMD de l'école privée de santé publique Ouenpanga est fin prête. Les 176 agents options infirmières, sages-femmes et agents de santé communautaire ont prêté serment ce week-end. Alexis Belemnaba. Soins de qualité partout et pour tous, c'est le nom de baptême de cette première promotion du système LMD de l'école privée de santé publique Ouenpanga. Ces 176 agents, options infirmières, sages-femmes et agents de santé communautaire prêtent serment. Ils reçoivent ainsi leur parchemin pour, disent-ils, accompagner le gouvernement burkinabé dans son combat permanent pour l'amélioration de la qualité de la santé des populations. Il y a eu beaucoup de difficultés. Vu que c'est la première promotion, il y a eu des problèmes pour mettre le système en place. Mais comme ici, on a eu un corps enseignant qui nous ont vraiment encadrés et nous ont aidés à supporter. Donc, on est arrivé au bout. On ne savait pas que ça allait finir, mais actuellement, c'est fini et on est très heureux. On est reconnaissant envers l'école qui nous a vraiment soutenus. Ces nouveaux impétrants viennent renforcer l'offre de soins dans les formations sanitaires publiques et privées en réduisant les longues files d'attente des patients. Ça ne fait que renforcer justement sur le plan qualitatif la prise en charge du personnel, aussi bien au niveau privé que public. Parce que les gens ont l'impression parfois qu'on forme pour le public. Non, on forme pour le pays. Moi et mes encadreurs, mes personnels, y compris les vacataires, nous souhaitons toujours bonne vent, que Dieu les protège, que Dieu ouvre la chance pour eux et que le ministère de la Santé aussi puisse faire quelque chose. À l'adresse à ses filleuls, Koyi 2, le chef de canton de Dissin dans le Ioba, invite les impétrants au respect des règles d'éthique et de déontologie. Mon devoir, c'est de faire quelques recommandations. D'abord pour le respect donc, des règles fondamentales, la déontologie de l'agent de santé. Ce n'est pas un métier facile, c'est un métier indispensable parce qu'on dit bien la santé avant tout. Nous sommes tous là, si on n'était pas en bonne santé, on ne serait pas là. Voilà. C'est de savoir qu'ils sont là, ils se dévouent aux autres, ils se sacrifient à tout moment pour permettre aux autres d'être en bonne santé, permettre aux autres de vaquer donc à des occupations, des activités de développement. Le taux de réussite global enregistré pour cette promotion est de 94,80%, un taux qui réjouit les responsables de cet établissement. Voilà, c'est ici que s'arrête ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. On se retrouve demain à la même heure, 19h30, ici même. Au revoir, bonsoir.